Bienvenue à tous dans notre Zoom du jour, un Zoom dédié aujourd'hui à la ruralité. Pour en parler, je reçois Eddy Puyvallon. Bonjour monsieur. Bonjour. Eddy Puyvallon, vous êtes conseiller régional en Nouvelle-Aquitaine, président du mouvement de la ruralité. En deux mots pour commencer, Eddy Puyvallon, est-ce que vous pouvez nous présenter votre mouvement, son action ? Alors c'est comme il le porte, c'est un mouvement qui est dédié purement à la ruralité, au monde rural, même si le monde périurbain a les mêmes vocations que nous sommes quand même attachés à défendre cet espace de vie qui est la ruralité. Évidemment, mon mouvement qui s'appelle le mouvement de la ruralité est une prolongation d'un ancien mouvement qui s'appelait Chasse, Pêche, Nature, Tradition, mais pour lequel, quand il a été créé, c'était en pure réaction aux directives européennes liberticides. Et puis ensuite, on s'est de suite tourné vers ce qui était notre qualité de vie à la campagne, que ce soit pour les services publics, que ce soit pour les écoles, tout ce qui avait trait à la vie de la ruralité. Et évidemment, on a choisi le moment le plus opportun, et Dieu sait que là, avec la Covid-19, il était important de lancer ce mouvement il y a 6 mois pour en faire un outil de défense de la ruralité. Donc voilà, on est pleinement engagé sur cet espace de vie qui demande aujourd'hui à être soutenu et un peu moins agressé. Voilà. Alors la ruralité, Eddy Puyvallon, n'est pas épargnée évidemment par les méfaits de ce virus, le Covid-19. À cet égard, vous déclarez regretter les choix du gouvernement tant en matière logistique qu'administrative. Expliquez-nous. On va dire, en règle générale, plus l'État jacobin prend des décisions loin du terrain et plus j'ai l'impression qu'elles sont mauvaises. Et en réalité, il y avait probablement mieux à faire. Enfin, je pense que la plupart des ruraux, quand ils ont vu les premières décisions du gouvernement de faire interdire les petits marchés de campagne, ou voire même un marché qui était à côté d'une grande surface qui était ouverte, avec des chariots et des gens qui rentraient en grande quantité, et puis qu'on interdisait ces petits marchés, évidemment qu'on voyait très bien qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et évidemment, ces gens depuis Paris ont une vision tellement urbaine de ce qui peut se passer dans les grands marchés parisiens, que de suite on en fait un copier-coller de la France en général, sauf que la France rurale, c'est pas Paris, et qu'il y avait peut-être mieux à faire. Alors c'est probablement aussi la raison pour laquelle on a trouvé totalement illusoire de fermer ces petits restaurants en milieu rural qui ont parfois jusqu'à une trentaine de tables, 40 tables, et puis qu'on allait le week-end dans les grandes surfaces et qui rassemblaient plus de milliers de personnes, 3-4 000 personnes dans des galeries marchandes où chacun mangeait côte à côte des gaufres, des crêpes, etc. Voilà, on peut supposer qu'ils ont mis beaucoup de temps à comprendre qu'il n'y avait pas probablement des contaminations qui se faisaient en grande masse au sein de ces grandes surfaces et probablement beaucoup moins en milieu rural. Avec un peu de bon sens et de la proximité, en mettant les élus ruraux au service de la nation, ils auraient pris les bonnes décisions pour éviter ce manque de bonnes décisions pour maintenir une activité économique, ce qui aurait coûté moins cher à la France et probablement garder des gens avec un meilleur mental. Vous allez aussi sur la vaccination. Voilà, j'ai vu sur votre site, Eddy Puyvallon, vous écrivez « On demande aux patients de signer un acte administratif de consentement avant la vaccination ». Ça veut dire quoi, ça ? En gros, même, on se pose la question, parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes âgées en milieu rural voient bien qu'ils n'ont pas accès à la santé, à cette vaccination. Tous les gens qui sont en personnes âgées ou qui sont fragiles, d'abord, il faut qu'ils aient Internet pour certains. Il faut aller sur Doctolib, mais je rappelle qu'en milieu rural, Internet n'est pas partout, parfois même pas le téléphone. Mais beaucoup de personnes âgées aujourd'hui sont dépourvues par rapport à cette obligation, et qui plus est, se demandent quand est-ce qu'eux seront vaccinés. Et puis, on peut rappeler quand même l'épisode qui avait tendance à vouloir faire vacciner les personnes âgées dans les EHPAD avant de faire vacciner le personnel soignant, sauf qu'on a quand même beaucoup de gens qui sont soignés à domicile par des infirmières, etc., qui touchent beaucoup de monde, et donc l'intelligence voulait que ce soit d'abord le personnel soignant, les médecins, les infirmières à domicile, les infirmiers dans les EHPAD qui soient les premiers vaccinés pour ensuite passer à la seconde phase. C'est les gens qui sont les plus fragilisés face à la Covid-19, mais ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de vaccin. Les vaccins, on se pose la question parce qu'il y en a qui ont été faits à la grande course, dont on ne sait pas l'efficacité sur les nouveaux variants. On est en train de faire tout et n'importe quoi, ça manque de cohérence, mais on commence à y être habitué après la séquence du docteur marseillais, notre ami Didier Raoult, et cet épisode catastrophique qui fait que beaucoup de Français se posent aujourd'hui la question sur le choix scientifique, sur la réalité des faits et comment sont aujourd'hui conseillés nos décideurs à Paris.
Alors, vous défendez également le milieu des étudiants, et dit Puy-Jalon, le 21 janvier, le président Macron a fait tout un tas d'annonces, un retour en présentiel un jour par semaine, l'accès à 2 repas par jour à 1 euro dans les restaurants universitaires et un chèque psy pour les étudiants en mal-être. Parmi ceux-ci, 75% avouent avoir des difficultés financières, 25% se déclarent en dépression. Qu'est-ce que vous préconisez à cet égard ? Le mal est déjà fait, hein. Je veux dire, aujourd'hui, les prises de décision, je pense que d'abord, c'est le respect et la mise en place d'un protocole sanitaire au sein des universités, des collèges, qui aurait pu permettre de maintenir ces élèves et ces étudiants en cours et en présentiel. Il est évident qu'aujourd'hui, on le voit bien, les dernières données sur ceux qui ont recours aujourd'hui à l'aide alimentaire, sur ce besoin qu'ils ont de pouvoir s'alimenter, mais aussi de retrouver une vie sociale. Moi, je pense qu'on a pris parfois les mauvaises décisions par anticipation, parce que le gouvernement marchait un peu à la godille. Et je crois que là aussi, en plus, il faut redonner un peu de sérieux, de proximité. Les chefs d'établissement, les élus de proximité, les régions, les départements sont les plus à même de mettre en place les règles sanitaires. Et effectivement, il faut réagir probablement en fonction des clusters et des régions et des départements les plus touchés, avoir un peu de souplesse avec les élus, mais tout interdire de but en blanc et confiner les gens dont on sait qu'aujourd'hui ils ont de très petits moyens, ne plus avoir accès à des travaux, parce que généralement tous ces étudiants ont un petit job à côté pour pouvoir leur permettre de satisfaire, parfois la location de l'appartement, 2, à se nourrir convenablement et à la limite de pouvoir sortir et s'oxygéner. Aujourd'hui, ce qu'il leur a proposé, c'est du noir, du noir, du noir. Aucun espoir, chers amis. Continuez à vous enfermer et puis on va vous redonner une petite liberté d'un jour, mais en fait, ça ne veut rien dire. Là, aujourd'hui, il faut reprendre du sérieux, remettre les élèves et les étudiants en capacité d'apprendre. Et puis, je pense que les professeurs sont tous, eux aussi, en capacité de mettre en place ces règles sanitaires nécessaires, parce que bon, on les a aussi un peu oubliées au début. Vous savez, tout ce qui est maternel, quand on naviguait un peu à vue sur les enfants qui pouvaient être porteurs sains, effectivement, le personnel accompagnant et le personnel éducatif avaient quand même quelques craintes, et c'est fortement logique, quoi. Donc voilà. Mais encore une fois de plus, je pense qu'on a eu un loupé par ceux qui ont conseillé le président, et ensuite sa traduction politique qui a fait qu'on doute un peu de tout en ce moment, quoi. Les Français ne sont pas à l'abri d'un 3e confinement, et dit Puy-Jalon. Qu'est-ce que vous pensez de cette éventualité qui pèse encore au-dessus de notre tête ? Moi, je pense que la plupart des Français en ont assez. Alors, ils étaient, il y a quelque temps, décidés à dire oui, faisons un confinement presque à la chinoise, complet, total, et qu'on nous débarrasse. Sauf que, à force de faire du mou un peu partout, on finit par se dire à quoi ça va servir d'en faire un 3e, si ce n'est que pour reconduire ce que l'on a déjà fait. Je pense qu'on peut tirer des avantages des 2 précédents, probablement en maintenant des règles sanitaires qu'il faut adapter, mais en évitant aussi peut-être ce que l'on a fait à tort. Je maintiens, et je pense qu'on a eu de très gros clusters sur les grandes surfaces. On a eu probablement des loupés, probablement aussi en milieu urbain, avec des confinements qui ont obligé les gens à tricher un petit peu. Et c'est bien naturel, parce qu'il y en a qui veulent vivre. Et donc, du coup, on a créé des zones propices à la diffusion du variant. Bon, maintenant, variant anglais ou variant d'Afrique du Sud ou brésilien, enfin, je suis persuadé aujourd'hui, c'est comme on pourra en parler tout à l'heure de la grippe aviaire, ce sont des virus qui vont circuler, il va falloir s'adapter, mais on ne peut pas s'empêcher de vivre, quoi. Donc après, chacun va prendre ses responsabilités. Mais en ayant les bons gestes barrières, en mettant en place ce qu'il faut, je pense qu'on devrait pouvoir passer à côté de notre confinement. Mais là encore, quand on voit un peu le mélange des genres entre ceux qui veulent faire de la politique, maintenir des élections, en même temps parler de confinement et de gestes barrières, il va peut-être falloir qu'on trouve cette juste adaptation, ou alors passer à du vote électronique. Mais je ne suis pas certain non plus que là on soit dans du logique. Je me rappelle avoir vu sur Bordeaux des listes d'élus, des files d'élus, pardon, de 500 ou 600 élus en pleine période Covid pour les voter pour les sénatoriales. Excusez-moi. Je pense que si on veut
veut donner l'exemple à nos concitoyens, c'est d'abord, dans ce monde politique, à avoir cette tenue exemplaire. Je ne suis pas sûr que c'était la meilleure. Alors Eddy Puy-Jalon, heureusement, vous ne consacrez pas tout votre temps politique à ce Covid-19. Vous vous occupez de bien d'autres sujets, notamment l'éolien. Sur votre site, voilà, je lisais cette information, la publication d'un rapport commandité par les ministères de l'environnement et de l'agriculture sur les méfaits de ces éoliennes, de ces parcs éoliens rencontrés sur plusieurs exploitations d'élevage. Ce rapport était attendu pour le début de l'année 2021. Il aurait déjà été signé depuis plusieurs semaines. Où en est-on ? Alors, à force de communiquer sur le sujet, même les parlementaires de la République En Marche étaient pressé le gouvernement de le faire sortir, sur notamment les élus de la circonscription de Nozay. Ce rapport est enfin sorti. Il a été anonymisé plusieurs fois, il a été nettoyé de tout ce qui devait certainement fâcher, mais il a le mérite d'être là. Il a le mérite d'être là et à tout le moins on n'a pas pu tout évacuer comme problème, et donc les spécialistes du ministère de l'Environnement et de l'écologie et puis du ministère de l'Agriculture ont fait état de problèmes, notamment sur l'élevage, puisque c'était le rôle de cette mission d'approcher des problèmes des éoliennes avec l'élevage, puisqu'il y a deux élevages qui ont de très gros problèmes, l'élevage de Didier Potiron et de Céline Bouvet. Et donc la mission a mis en exergue qu'effectivement il y avait des problèmes probablement de courants vagabonds, de l'électricité électromagnétique dont on ne sait pas la totalité des effets sur les humains, mais à tout le moins sur les animaux, on les connaît parce qu'ils ont été dénoncés par des associations et par un travail scientifique qui a été exclu, bizarrement, de la mission, dont on ne trouvera nulle part le mot terre rare dans ce rapport. Or, il s'avère que le laboratoire TOFSEC et un comité scientifique ont attesté des problèmes qui peuvent exister entre les champs électromagnétiques, donc ces fameux courants vagabonds qui sortent des câbles électriques d'alimentation des éoliennes vers les transfos, et les contaminations aux terres rares. Et donc on a ces animaux qui meurent en grande quantité, et puis on a tout autour des gens qui sont malades, qui ont des problèmes d'insomnie. On a aussi bien plus loin que le parc éolien quelques clusters. Alors même si l'ARS dit que c'est pas un cluster, mais il y a quand même plusieurs enfants avec des cancers pédiatriques, des leucémies, qui ont fait parler beaucoup. Et donc nous estimons, on vient de faire déposer un référé par maître Divisio au tribunal de Nantes où on demande l'arrêt immédiat de ce parc. De la même manière qu'il y a quelques jours, on avait déposé une plainte à la Cour de justice de la République, tout simplement parce que ça fait 8 ans que ces pauvres gens subissent. Alors une plainte, je le précise à nos téléspectateurs, Eddy Puy-Jalon, contre le Premier ministre Jean Castex, le ministre de la Santé Véran, ainsi que les deux derniers ministres chargés de la transition écologique, Pompili et Elisabeth Borne, pour motif d'administration de substances nuisibles. C'est cela même, oui. Et effectivement, les constatations que l'on fait, les alertes que l'on a fait passer sur les contaminations aux terres rares, qui ont conduit le laboratoire TOFSEC à faire ce travail scientifique publié, n'a fait que, entre guillemets, que les ministres ne se sont pas autosaisis de cette situation, ont laissé perdurer. Malheureusement, je crois que la situation pire, c'est qu'on accuse les éleveurs de maltraitance. Parfois même, ils sont tellement rendus financièrement et moralement qu'ensuite on les exproprie. C'est insupportable de voir comment on a pu aujourd'hui arriver à causer, alors on parle aujourd'hui c'est la grande mode de la maltraitance animale, or cela fait plusieurs années que ces éleveurs signalent des problèmes avec des veaux qui sortent difformes, des vaches de 600-700 kilos qui meurent du jour au lendemain dans des souffrances atroces, avec toutes les viscères explosées. Et ça ne suscite pas l'attention de personne, et encore moins... C'est le rapport de causalité qui doit être difficile à il n'est pas difficile. Vous savez, aujourd'hui, on cherche que ce qu'on veut trouver, et quand on ne veut pas trouver, on ne cherche pas la bonne direction. La preuve en est, c'est ce fameux rapport qui a exclu totalement les terres rares. Il suffisait juste de mettre un mot en disant... pourquoi pas, un problématique qui est signalé par les éleveurs et les différentes personnes auditionnées sur une potentialité. Cette notion de terres rares. Les terres rares, ce sont elles proviendraient des électroaimants qui sont dans les éoliennes, qui constituent
le cœur de la production d'éoliennes, ce sont des électroaimants hyper puissants. Ce sont des aimants qui ont une force incroyable, qui arrivent produits en Chine généralement. Et donc, si vous voulez, il y a des microparticules. Bon, là, c'est pas Eddy Pugelon qui le dit. C'est toutes les analyses des poils et des cheveux des gens qui habitent autour du parc de Nauzé en sont chargées. Et donc, au fur et à mesure des mois, vous savez, quand on fait des analyses de vos cheveux, on retrouve en 3 mois, les 3 mois avant de consommation de l'individu, on a des gamins et des gamines de 6 ans qui avaient 17 terres rares dans leurs cheveux. Et donc, à quoi servent ces grands aimants dans les pales? Mais si vous voulez, c'est plus les génératrices sont constituées d'électroaimants, et plus les aimants sont puissants, plus vous allez pouvoir, sur une masse raisonnée en diamètre, produire beaucoup plus. Donc, les industriels gagnent beaucoup plus d'argent puisqu'ils vont produire beaucoup plus grâce à ces aimants. Et donc, ces aimants sont incontournables dans de nombreuses éoliennes. Alors, même si les industriels aujourd'hui nous disent que toutes les éoliennes n'en ont pas, on peut supposer, mais là, c'est pour ça qu'on a porté une plainte à la Cour de justice de la République, pour qu'un juge national se charge de ce dossier et puisse diligenter les enquêtes nécessaires pour savoir combien d'éoliennes ont des terres rares, à quel endroit, quelle est la quantité, et ensuite qu'on fasse ces analyses nécessaires pour savoir à quelle dose aujourd'hui toute la France, et peut-être même, moi je vais beaucoup plus loin, mais ce ne sont que des suppositions, et on va me tomber dessus, mais vous savez, dernièrement vous avez peut-être vu passer les sables du désert qui sont venus tomber sur notre belle neige des montagnes. Quand je disais il y a un mois, vous savez, les nanoparticules de terres rares d'Espagne ou d'Allemagne peuvent parfaitement venir tomber sur notre beau pays, comme le font les particules fines des centrales à charbon allemandes. Je persiste et je signe. Donc aujourd'hui, on a un enjeu environnemental majeur et sanitaire que tout le monde met sous le tapis, et nous sommes peut-être un peu les seuls. Je crois que j'ai pas vu beaucoup de partis politiques aujourd'hui rentrer là-dessus, taper un peu sur l'écologie politique, parce que Europe Écologie Les Verts est quand même le porteur de l'éolien, avec un des patrons de l'éolien sur sa liste aux européennes. Mais j'ai beau les tenser sur le sujet, on me dit circuler, il n'y a rien à voir. Excusez-moi, moi j'ai le bon sens paysan qui m'habite. Quand je vois des gens qui ont 200 ou 300 vaches de mortes et qui sont dans une problématique incroyable, j'essaie de faire un peu le Robin des Bois, à tout le moins l'abbé Pierre des ruraux, et je me bats pour les remettre dans leur légitimité face à un État qui a envie de nous écraser. Donc encore une fois de plus, je dénonce un scandale sanitaire d'État, et j'espère qu'un juge aura le courage de se saisir de ce dossier. À tout le moins, Maître Divisio va continuer le sujet. On va porter plainte peut-être la semaine prochaine, une autre série de plaintes, parce qu'on ne peut pas continuer à avoir des gens malades dans toute la France et des animaux qui meurent dans toute la France. Alors vous évoquiez à l'instant, Eddy Pugelon, les écologistes qui ont d'ailleurs remporté quelques municipalités lors des dernières élections, et vous vous insurgez contre leur action assez sévère. Voilà, vous dites ils s'engagent dans une croisade contre les ruraux, les chasseurs et les pêcheurs, mais s'ils ont été élus par les citoyens, est-ce que c'est justement pas pour s'en prendre aux chasseurs, aux pêcheurs, etc. Je crois que le vrai hold-up des écologistes, c'est le hold-up environnemental et le réchauffement climatique. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas un dérèglement climatique, mais je conseille toujours à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent de regarder le film de Michael Moore, Une vérité qui dérange, ou de regarder les excellents reportages qu'on a vus sur d'autres chaînes comme sur Arte, sur le véhicule électrique. Vous allez de suite voir quelle est la politique faite par quelques personnages puissants de ce monde pour arriver à faire peur aux populations de manière incroyablement scandaleuse, puisque tout ce qui est fait derrière, tout ce qui est montré dans ce reportage, c'est qu'on a abusé même des écologistes qui votent écologistes ou des militants écologistes, comme l'était Michael Moore, et qui derrière voient bien qu'en réalité, ce n'est qu'une affaire d'argent, de grosses sommes, et pour lequel les gens à qui on a fait peur, quand tous les jours on leur explique que la planète va couler sous des mètres cubes d'eau et qu'on va tous mourir d'une chaleur incroyable, etc., alors que, et encore une fois de plus, quand on nous parle de voitures électriques ou d'éoliens, tout le monde, en cherchant un petit peu, va comprendre qu'en réalité c'est illusoire, qu'on est en train de se tromper de combat, même si je ne suis pas forcément un pro-nucléaire, en espérant qu'on ait un nucléaire d'une nouvelle génération
qui soient encore plus sécurisés. Mais aujourd'hui, le tout électrique, ou le panneau solaire, c'est refuser de voir que c'est produit en Chine, que ça cause la mortalité de beaucoup de gamins, qu'on fait une exploitation scandaleuse pour se dire très propre et très vert en France, ce qui en réalité pas très joli, quoi. La plupart des gens qui donnent des leçons et qui habitent en ville, je leur recommande de venir voir ce que c'est de près. Évidemment, tout le monde est pro-éolien. Quand on fait un sondage, presque 100% des urbains sont d'accord, mais ils n'en veulent pas devant chez eux, puisqu'ils savent très bien que ça sera chez les ruraux. Et tout est fait comme ça. Moi, aujourd'hui, quand je me bats pour faire mettre un kit de comburation qu'on appelle quelque chose de tout simple, et vous mettez sur un véhicule diesel, demain, tous les diesels d'une ville sont équipés de ce kit, on fait baisser de 70% les particules fines et on fait gagner 15% de consommation aux automobilistes. À la limite, je dirais c'est du bon sens, puisque ça existe, ça ne coûte rien, c'est pas dangereux. Pourquoi on ne le fait pas ? Demain, ce serait le tout électrique ou le tout hydrogène, point barre. Mais non, je pense qu'entre ça et le tout, il y a peut-être des idées de bon sens qui permettraient d'avoir des résultats, mais ça fait pas le souhait de ceux qui veulent faire beaucoup d'argent sur le dos des citoyens. Voilà. Alors, il y a une annonce qui vous a un petit peu fait sauter au plafond dernièrement, Eddy Puy-Jalon, c'est celle du Premier ministre Castex, avec l'annonce d'un nouveau plan banlieue de plus de 3 milliards d'euros. Vous dénoncez ici l'oubli du monde rural. Soulignez quand même que le Premier ministre Castex avait donc annoncé sur les 100 milliards du plan de relance prévu par le gouvernement, 5 milliards iraient pour la ruralité. Est-ce que vous avez oublié ? Écoutez, si on fait le cumul de la succession des plans banlieue et de leur efficacité, excusez-moi, je veux dire, le ratio, ça fait longtemps qu'on aurait dû investir, et je pense d'ailleurs que la ruralité est un bel exemple, et puis c'est une modernité qui pourrait permettre d'en faire un modèle sociétal. Et donc, aller dépenser dans des plans banlieues qui ont tous montré leur inefficacité, voire même, je veux dire aujourd'hui, quand on voit le résultat de ce qu'on a pu voir encore ce week-end sur des attaques de police, des guet-apens montés, des zones de non-droit, et que le défenseur du droit, je ne sais pas s'il marche sur ses deux pieds en ce moment, il doit être un peu perdu, mais excusez-moi, il y a des gens qui aujourd'hui qui travaillent dur en milieu rural, à qui on a tout enlevé, je dis bien tout enlevé, on leur supprime les classes. Alors quand on parle d'une classe en banlieue à 15 gamins, nous il faut qu'il y en ait 22 ou 23, parce que sinon vous supprimez la classe, il faut faire 40 km. Mais comme vous devez faire 40 km, en plus on va vous interdire la voiture diesel, mais vous n'avez pas de transport en commun. Et ce qui est bizarre, c'est que nous payons les mêmes impôts. C'est-à-dire que nous, le ratio impôt et le service rendu, on n'a rien du tout. C'est-à-dire qu'on nous a supprimé tous les services publics, et je voudrais bien qu'à un moment donné, on renvoie un peu l'ascenseur. Parce que les gens en ruralité ne demandent pas grand-chose. Ils demandent quand même qu'on leur maintienne les écoles, qu'on leur maintienne une santé acceptable. On a eu le dernier rapport qui fait état de 2 années d'espérance de vie en moins pour les ruraux, parce qu'ils ne peuvent pas se soigner. Mais tout ça, l'égalité des droits, on s'en fout. Hein. Vous voyez, politique à Paris, il n'a qu'une chose, c'est que là où il y a le plus d'électeurs, c'est le plus important encore à défendre, parce que la réélection passera par le grand nombre. Nous, on a fait le choix de défendre ceux qui étaient les moins nombreux. Alors, évidemment, ça ne fera pas un président de la République en étant président d'un mouvement de la ruralité, mais à tout le moins, ça nous donne de la crédibilité et puis de la sincérité. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un vrai plan ruralité qu'il faut, et à tout le moins, ce que l'on prône, c'est 1 euro pour la ville, 1 euro pour la ruralité. Il n'y a pas un moins à faire. Ce sera ma dernière question, Eddy Puy-Jalon, sur le virus, cette fois-ci d'influenza, qui touche le virus d'influenza aviaire, hein, je le précise, qui touche donc le sud-ouest. Vous le précisez sur votre site, des milliers d'animaux sont abattus dans les cas avérés et surtout en prévention. Que prévoit le gouvernement en la matière et qu'est-ce que vous prévoyez au regard de ce que prévoit le gouvernement ? On n'a pas bougé depuis les premiers corona, le H5N1 jusqu'à bientôt HN12, HN20, je ne sais plus combien il y en aura. Les coronavirus, on en aura toujours. On est parti vers une grande séquence. La vraie problématique, c'est que rien n'est fait scientifiquement, ou à tout le moins, on n'en voit pas sortir grand-chose, sur l'origine de ces coronas, de quelle manière ils arrivent dans le sud-ouest ou en Vendée par les élevages. On a beau avoir mis quelques règles sanitaires, il n'empêche que tous les ans, on est face à ce virus. Le problème aussi de ce virus, c'est qu'il impacte d'abord les petites exploitations. Tous ceux qui ont des grosses entreprises avec la capacité de produire à l'étranger ont le moyen de toujours alimenter le marché. Le problème des petites exploitations, c'est que quand on débarque chez eux et qu'on leur dit on va vous abattre tout, même des canards sains, c'est fini, quoi. Donc vous perdez votre clientèle, vous perdez un lien direct avec les gens avec qui vous faisiez avec confiance un produit de qualité.
Et comme nous, on est en plus les défenseurs de la qualité et des bons produits du terroir, on est scandalisé par cette situation. Donc je pense que, moi je suis en relation avec beaucoup de vétérinaires, et je vais vous dire, c'est pas mieux que dans le monde médical, hein. Il y a des voies qui sont différentes et divergentes, mais on peut supposer que, comme pour certains, il y en a qui ont des intérêts différents aussi. Mais je pense qu'il y a effectivement d'abord un travail scientifique à faire, et puis l'international. Il ne faut pas oublier la ligne qui fait que bien souvent ce coronavirus remonte de Chine comme le Covid-19, la Covid-19. Donc on a à peu près les mêmes voies similaires, hein, de remontée de ces coronas, et puis ensuite qui passent parfois par l'Europe de l'Est. Hein. On a des zones concernées par des mortalités d'oiseaux migrateurs. Souvent, ce sont parfois des hérons, des cygnes, des oiseaux un peu comme cela. Et donc, parfois, ils arrivent après en finalité sur les Pays-Bas. Là aussi, des grandes zones d'élevage, de concentration d'oiseaux. Voilà, donc ça pose question, mais à tout le moins, je pense qu'on n'en fait pas assez pour arriver à demain sécuriser ces exploitations et puis ces filières. Donc il y aura une démarche à faire, mais on ne peut pas non plus empêcher un pays de vivre. C'est le copier-coller de la Covid-19. Hein. Il faut aujourd'hui passer à autre chose, mettre des règles sanitaires et puis continuer à vivre et approcher en ayant des chercheurs, investir dans la recherche pour approcher du plus près avec les vaccins, etc., etc. Où est-ce qu'on peut vous trouver sur Internet, Eddy Pujallon, l'adresse de votre site pour la ruralité? Alors c'est tout simple, www.lemouverural.fr. Le mouve, M-O-U-V, rural.fr. C'est tout simple. Merci. Et aujourd'hui, je finis très vite, mais aujourd'hui nous étions à Gap pour essayer de défendre les éleveurs contre la présence des grands prédateurs, le loup, l'ours, et qui aujourd'hui est quand même quelque chose qui est incroyable. Et là aussi, hein, c'est un point divergent que j'ai avec les écologistes contemplatifs, c'est que je considère que le loup n'a plus ma place dans les territoires et que je préfère avoir du pastoralisme. Voilà. Merci Eddy Pujallon. Merci à vous.